On va parler des impacts des droits de douane sur l'économie européenne parce que ça commence clairement à se voir. Roland Gillet, bonjour. Vous êtes le professeur d'économie financière à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'université libre de Bruxelles. On a eu des chiffres de croissance française publiés, enfin des perspectives de croissance publiées par la Banque de France. C'était avant-hier qui nous dit que finalement on aura 0,6 sur l'année, ce qui est très faible. On a des chiffres qui nous viennent de Grande-Bretagne, de hausse du chômage, de chiffres d'exportations qui sont en baisse, un record en avril. Clairement, les droits de douane, là, c'est plus qu'une histoire de conversation de salon. Ça se voit dans l'économie réelle. Oui, mais pas à cause des droits de douane, parce qu'il faut du temps pour que ça se diffuse dans l'économie. Mais c'est surtout l'incertitude que ça crée, et l'incertitude dans le mauvais sens, évidemment, puisqu'on voit que Trump est dans la négociation, il obtient certains résultats, et puis il change d'avis. Et il change d'avis souvent pour des choses qui n'ont rien à voir avec les tarifs eux-mêmes. Je m'explique, pour le moment, il est en train de négocier avec la Chine. En tout cas, il y a eu des discussions à la fois à Londres et à Genève, mais c'est le fait qu'il se prive, parce que les Chinois l'ont bien compris, des terres rares, d'éléments de technologie qu'éventuellement ils échangent entre les États-Unis et la Chine, et qu'il en a besoin pour ses batteries, pour les missiles, pour beaucoup de choses, qu'il est en train de devoir faire des concessions. Vous avez vu avec le Canada, alors que là il est très fort face à son voisin canadien, c'est le fait de menaces de coupure d'électricité, en plus tout à fait, neutre en carbone, puisqu'il s'agit de l'hydroélectricité, par rapport à ses consommateurs qui seraient privés, qu'il a bougé. Et donc c'est chaque fois sur d'autres éléments qu'il n'a pas pris en compte qu'il est obligé de revenir en arrière. Et donc aujourd'hui, ce qui crée vraiment le fait qu'il y ait du ralentissement, c'est l'incertitude qu'il y a dans l'économie pour les acteurs principaux que sont les consommateurs, qui repoussent leurs dépenses de consommation ou ont peur. Si vous ajoutez en plus le climat de guerre qu'il y a, ça crée encore de l'incertitude, mais dans le mauvais sens. Et vous avez de l'autre côté, pour les investisseurs, pareil, c'est de dire où est-ce que j'investis maintenant, en ne sachant pas où je dois aller mettre mon usine de production, puisque je ne suis pas encore certain. Donc c'est même pas le droit de douane lui-même qui est comptabilisé. Ils n'ont pas encore eu le temps. Et en plus, vous avez vu, il y a tellement de périodes transitoires, même avec la Chine, qu'il revient en arrière. Puis alors, il garde toujours à peu près, vous avez vu avant son idée, c'était 145, 125, 20% de différence. Il y a toujours maintenant à peu près 20%, pour être vraiment à la grosse louche, parce qu'il faut être plus nuancé. Mais il a toujours cet écart, mais il l'a revu à la baisse, il le remonte un petit peu, et à un moment donné, je pense qu'il gagnerait à tenir une stabilité dans le temps, au moins pendant 6 mois, pendant 1 an, parce que pour lui, c'est déjà beaucoup, plutôt que de créer tout le temps des moments où, finalement, les acteurs, et notamment les investisseurs, ne savent plus très bien à quel sens jouer. Vous avez vu aussi qu'il y a aussi beaucoup de bateaux, pour le moment, qui sont en mer, en se disant à quel moment est-ce que je dois livrer pour avoir le meilleur... Ça désorganise complètement le commerce maritime. On a appris cette nuit de nos correspondants aux États-Unis que, justement, sur le fait de revenir en arrière sur la question des travailleurs illégaux, ils revenaient sur ces décisions pour l'hôtellerie, la restauration, et puis aussi les collectes de fraises et tous ces gens qui travaillaient dans les champs parce qu'ils en avaient tout simplement besoin. Caroline. On parlait du Royaume-Uni. Qu'en est-il de l'efficacité de l'accord qui a été signé avec Washington au début du mois de mai? Est-ce que là aussi, il est beaucoup trop tôt, selon vous, pour évaluer l'impact? Oui, je pense que oui. De nouveau, vous avez vu, c'est le premier accord vers lequel il a renégocié après le Liberation Day. Et la presse britannique en moyenne et les marchés financiers ont trouvé qu'effectivement, il avait bien négocié, ou en tous les cas que c'était plutôt un accord qui était favorable aux États-Unis. Puis si on regarde sur ce que ça touche, qu'on va vraiment dans les produits, je vais dire c'est en tous les cas un accord. Alors qu'il soit merveilleux, certainement pas, mais il a le mérite d'exister. Ce qui est clair, c'est que ces éléments, plus le fait que ça a circulé aussi au niveau, je vais dire, des consommateurs britanniques et aussi au niveau évidemment des industriels, tout ça, de nouveau, c'est ce que je vous disais, crée tout de suite des effets sur leur morale, sur leurs anticipations, sur la manière dont ils pensent que leur économie va fonctionner, et donc ça ralentit. Mais ce n'est pas l'effet direct des tarifs, ils n'ont pas encore eu le temps d'avoir des effets réels sur l'économie. Et ça, c'est dommage, parce qu'évidemment, s'il continue à négocier comme il fait, avec des allers-retours, on va se retrouver avec une incertitude croissante qui vient dans un climat qui est déjà lui-même, il faut quand même le rappeler, on n'a pas besoin de Trump pour avoir des incertitudes sur le fait qu'il y ait une récession aux États-Unis ou peut-être un ralentissement plus fort. En Europe, clairement, la Banque centrale se pose déjà la question depuis longtemps de savoir quand l'inflation baisserait pour qu'elle puisse éviter une récession. Donc il vient des éléments de plus, et en plus dans un climat guerrier, ce qui n'est évidemment pas bon pour le moral des troupes. Vous qui connaissez bien les arcanes de Bruxelles, est-ce que vous avez l'impression que Trump a définitivement, violemment changé la manière de penser? On parle beaucoup de la vitesse d'exécution, de la difficulté à Bruxelles de prendre
prendre des décisions avant 2026. Pour les colis chinois, on parle de 2026 pour mettre des droits de douane. C'est une éternité. Est-ce qu'il y a un changement vraiment à Bruxelles? De toute façon, ils sont de nouveau très embêtés parce que les produits, même les produits eux-mêmes, dans chaque pays, en dehors du déficit commercial que chaque pays a ou non sur tel type d'industrie avec les États-Unis, fait que chacun essaye d'imposer les produits sur lesquels il pense être le plus touché et éviter d'avoir des ennuis avec Trump sur une partie de son industrie ou de son déficit commercial, ou de son excédent commercial sur les biens, j'insiste, pas sur les services, avec les États-Unis. Donc il y a quand même toujours cette logique qui revient dans la tête je vais dire finalement des capitales quand elles sont à Bruxelles, du un pour tous, mais quand même chacun pour soi à un moment donné. Et c'est parce que cette compétence ça change pas. est à la Commission européenne que je pense qu'on a quand même un semblant d'unité. Parce que si chacun pouvait négocier en direct avec une compétence nationale sur le tarif, je pense que ce serait encore bien pire. Par contre, Trump le sait et il a cette volonté, vous voyez bien, de voir le moins possible, même s'il a téléphoné quand même une fois avec Ursula von der Leyen, de voir l'Europe, puisqu'il considère, comme beaucoup d'Américains, que c'est une fiction, mais plutôt d'aller négocier directement avec les chefs d'État ou les premiers ministres ou le ministre de l'économie, voire aller même encore plus loin, aller négocier avec l'industriel, si c'est une grosse entreprise, regardez avec Bernard Arnault notamment, mais il n'y a pas que lui, pour aller voir comment il peut faire directement pour obtenir quelque chose. C'est divisé pour mieux régner. Ah oui, tout à fait. Caroline. Washington pourrait envisager de prolonger cette pause de 90 jours, mais est-ce qu'il n'est pas dans l'intérêt de Donald Trump d'avancer pour faire avancer son budget? Ah mais c'est là que l'urgence va venir. Et vous voyez bien qu'il y a une chose où il a vraiment un gros problème, c'est que dans son projet, c'était de dire ce que je vais donner en diminution d'impôts, notamment au niveau de l'impôt des sociétés et éventuellement au niveau des contribuables américains, je vais aller le faire payer par des tarifs que vont me payer l'étranger et je vais obtenir aussi une large diminution des dépenses de l'État grâce à Doge. Vous avez vu avec Doge et avec Musk, ça s'est quand même drôlement refroidi, il n'y est même plus. Et vous avez vu les propos d'ailleurs qu'il a tenus il y a encore une semaine. Maintenant ça va un peu mieux, ça sera adouci parce qu'il sait que Trump lui fait du mal, mais en tous les cas, sur ce volet-là, il n'aura pas ce qu'il obtient. Et de l'autre côté, il se rend compte de plus en plus d'abord qu'il est obligé de négocier sur les tarifs avec des retours en arrière la plupart du temps, parce que ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'il y a d'autres éléments qui rentrent dans la discussion. Je viens d'en parler pour la Chine. Et donc, aujourd'hui, il se dit, mais comment est-ce que je vais boucler le budget? Et vous avez vu, il saisit tout pour le moment pour pouvoir essayer de le boucler. Warren Buffett n'a pas été très élogieux lors de la dernière assemblée de Berkshire. Il a dit des tas de choses vraiment très négatives sur la politique de Trump. Mais il a juste dit quelque chose à la fin. Il dit, moi, je trouve de toute façon qu'à mon stade de richesse, je ne paie pas assez d'impôts. Eh ben, il a gardé juste ça en disant, je trouve que peut-être maintenant, ce serait peut-être bien quand même de réaugmenter. Or, là, il vise en plus, et c'est assez fou, ils sont peu nombreux, puisque des très très riches, il y en a moins que des moyennement riches. La classe moyenne est plus importante, mais il touche ces gens qui ont sans doute pour une part financé sa campagne électorale. Mais il se dit, où est-ce que je vais aller chercher les milliards pour que ça tienne? Surtout qu'il voit quand même une chose très importante, c'est que les marchés financiers, pour le moment, s'inquiètent de savoir qu'est-ce qui va encore gonfler au niveau de l'endettement et assurer la soutenabilité de la dette américaine si, effectivement, il fait des baisses d'impôts qui ne sont pas compensées par des recettes. Les marchés obligataires, ça reste la chose à suivre. Tout à fait. Il y a deux gros acteurs qui détiennent la dette américaine, que sont le Japon d'abord et la Chine. Et donc, clairement, eux aussi savent qu'ils peuvent éventuellement lui faire mal sur ce volet-là également. Merci beaucoup, Roland Gillet, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.